envisage même de rendre la vue aux aveugles. Plusieurs équipes dans le monde y travaillent. Certaines veulent fabriquer une rétine artificielle, toute électronique, qui exciterait le nerf optique. Le clignotement intermittent est revenu. À l'École polytechnique de Montréal, on opte pour une autre stratégie. On veut exciter directement le cortex visuel, la zone du cerveau responsable de la vue. Pour y parvenir, de l'électronique, beaucoup d'électronique. Jean-François, salut. Oui, bonjour. Le chercheur Mohamed Sawan dirige cette équipe de jeunes ingénieurs ambitieux. Leur projet, une caméra fixée à une paire de lunettes, envoie des signaux à un microprocesseur implanté dans le cortex visuel. 625 électrodes microscopiques occupant 1 cm² excitent une région déterminée du cortex visuel. À partir de là, c'est le cerveau qui prend le relais et compose l'image. Cette petite caméra sur l'ordinateur capte des images qui sont relayées à une énorme puce électronique. Celle-ci recompose l'image à l'aide d'environ 150 petites lumières. Une image monochrome. C'est ce que verrait un aveugle avec une puce munie de 150 électrodes. Je vais l'améliorer un petit peu. Sur l'écran, on peut voir les mêmes images avec 256 points. On peut même passer à 625 points. C'est le but visé. Avec une telle qualité, plus besoin de canne blanche. Même le chien guide pourrait rester au chenil. On songe même à munir la caméra d'un zoom, ce qui permettrait aux aveugles non seulement de voir, mais aussi d'avoir une longue vue intégrée. Mais avant, il faudra tester le tout et miniaturiser les circuits pour qu'ils puissent tenir sur une petite puce électronique à peine plus grosse que celle-ci. Donc, c'est de faire une version miniature pour la partie implantable, pour qu'on puisse aller avec ça faire des tests chez l'animal, qui est les singes dans notre cas. Et on a donc des collaborations avec l'Institut neurologique de Montréal, où on va donc débuter les tests chez les singes. Donc les singes, c'est l'animal le plus, disons, intelligent. On ne le rend pas aveugle, ce n'est pas nécessaire, mais on peut fermer complètement ses yeux. Et il va apprendre que quand il voit tel ou tel symbole, ben, il va nous faire tel ou tel signe. Donc là, on pourra savoir que ça fonctionne comme on veut, grosso modo. Et cela fonctionne. Une équipe américaine en est déjà à des tests chez l'être humain. La puce implantée n'a que 89 électrodes qui sont reliées à un ordinateur de plus de 2 kg. L'équipe de Montréal veut faire mieux et plus léger. Oubliez l'ordinateur externe. La puce implantée s'occupera de tout. Cet exemple illustre une réalité fascinante. La microélectronique s'apprête à envahir le corps humain. Les puces électroniques pourraient bientôt redonner aux paralytiques l'usage de leurs membres. Regardez bien cette main. Elle est capable de saisir les objets, et pourtant, elle est paralysée. On réussit l'exploit en bougeant l'épaule. Ce geste envoie un signal à un stimulateur qui, à son tour, donne l'ordre à des électrodes, via les muscles impliqués, de contracter la main. De tels systèmes sont appelés à devenir de plus en plus sophistiqués. On a aussi développé ailleurs des jambes et des mains entièrement artificielles. L'homme bionique n'est donc pas si loin. 10 ans, 20 ans, c'est demain. Et le mariage entre l'homme et la machine pourrait être plus intime encore. La nanotechnologie développe actuellement des micro-machines qui pourraient envahir le corps humain. Des machines de plus en plus petites, si petites que certaines sont composées de molécules. Bientôt, elles pourront circuler dans notre corps pour attaquer une tumeur, nettoyer le cholestérol des vaisseaux sanguins ou faire des analyses. On pourrait même les injecter à partir d'une seringue. Microélectronique, robotique, nanotechnologie. L'enjeu, c'est de conserver nos organes en état fonctionnel le plus longtemps possible. C'est de nous assurer une bonne qualité de vie. Mais l'organe qui cause le plus de mortalité, c'est le cœur. Une pompe difficile à remplacer. Dès les années 50, on a rêvé d'un cœur mécanique. Les premiers prenaient un espace considérable. On ne pensait pas à l'époque pouvoir implanter un tel monstre dans la poitrine humaine. Puis, il y a eu le succès des premières transplantations cardiaques.
On a cru un instant que le cœur artificiel allait devenir inutile. C'était sans compter sur la pénurie de cœurs disponibles. Chaque année, des milliers de personnes meurent faute de donneurs. C'est pourquoi des dizaines d'équipes de chercheurs travaillent à trouver une solution mécanique à cette pénurie. Les prototypes abondent. Même si certains peuvent être implantés dans la poitrine ou l'abdomen, ils prennent beaucoup d'espace. Ici, à l'École polytechnique de Montréal, l'équipe d'André Garon travaille à mettre au point une petite pompe qui viendrait aider les cœurs malades. Cette pompe, la voici. Elle est si petite qu'on peut la comparer à un dissous. Elle est si compacte qu'on pourra la glisser à l'intérieur du ventricule gauche. Cette pompe ne viendra pas remplacer le cœur, mais lui donner un coup de main. Pour réaliser l'exploit, les chercheurs se sont éloignés de la biologie. Cette pompe ne bat pas comme le cœur, elle tourne. Une rotation très rapide, plus de 10 000 tours à la minute. Ce qui soumettrait le sang à rude épreuve. C'est ça le défi. Il ne s'agit pas de concevoir une pompe pour de l'eau ou de l'air ou n'importe quel fluide inerte. Le sang, c'est un fluide qui est vivant. Il transporte des globules rouges dont la fonction, c'est d'oxygéner les tissus. Et on veut qu'après une fois que le sang a passé à travers la pompe, que ce fluide reste vivant. Et donc, on doit contrôler finalement la destruction des globules rouges, c'est ce que nous appelons l'hémolyse, et par la suite aussi la formation de thrombose ou de thrombus qui résulte de l'hémolyse du sang. Sur ordinateur, on modélise des tests de fluidité. On veut s'assurer que le sang sera projeté sans être endommagé. Ici, sur ce banc d'essai, la pompe propulse un liquide ayant la viscosité du sang. On s'assure ainsi de sa fiabilité et de ses performances. La prochaine étape, propulser du vrai sang. Puis, ce sera les premiers essais cliniques chez l'animal. L'équipe de l'ingénieur André Garon travaille en collaboration avec le docteur Conrad Pelletier de l'Institut de cardiologie de Montréal. En fait, on prévoit 3 utilisations possibles de l'appareil. Soit une implantation temporaire en attente de la récupération du patient, pour ceux qui ont une maladie qui peut guérir, soit chez les patients qui sont en insuffisance cardiaque en attente de transplantation cardiaque, ou encore éventuellement une implantation permanente, et le patient pourra vivre avec cet appareil-là dans son cœur de façon indéfinie. La durée de vie prévue actuellement de cet appareil-là serait de l'ordre d'environ 5 à 6 ans. Après quoi, évidemment, il faudrait procéder à un remplacement. Mais remplacer un organe vivant par une pièce mécanique n'est pas facile. La pompe mécanique ne remplit pas toutes les fonctions biologiques du cœur et les organes artificiels coûtent très cher. En somme, l'homme bionique a ses limites. Et bien des chercheurs pensent qu'il serait plus naturel de remplacer le vivant par le vivant. À mesure que l'on comprend mieux les mécanismes biologiques de la vie, d'autres solutions apparaissent, beaucoup plus séduisantes. Sur l'autoroute de l'avenir, la biologie est en train de doubler la machine. Au retour, les xénogreffes et la culture d'organes. Flamboyant et spectaculaire, le 7e Festival des pompiers de Shawinigan. Du 6 au 9 juillet, rue Broadway, face à l'aréna Jacques-Plante, assistez à des épreuves opposant de nombreuses équipes de pompiers de la région et d'ailleurs. Également au programme, compétition de bûcherons, finale provinciale du Firefighter Combat Challenge et une parade de camions vendredi à 18h30. En plus, spectacle du groupe rétroactif vendredi soir au Pub Broadway et une chaude soirée latino le samedi avec le groupe Coco Salsa. Une invitation de la ville de Shawinigan, métro La Promenade, Pub Broadway et CKTM Télévision. L'infâme boule noire et Super Boule d'or. Chaque jour, les deux rivaux s'affrontent dans le seul but de vous faire perdre ou gagner. Découvrez qui aura le dernier mot à Lingo, du lundi au vendredi, 17h30. Nous interrompons cet été pour vous rappeler notre numéro. 1-800-790-2636. La facture, toujours à l'écoute des consommateurs. À la fête du lac, il y en a qui arrivent très tôt pour avoir la meilleure place. Bienvenue à la Fête du Lac des Nations, édition 2000, avec Éric Lapointe, La Chicane, Nanette Workman, Luc de la Rochelière, Laurent Gelbert, Dan Bigra et le spectacle des manèges en permanence.
que l'ère des feux commence. Une chose est sûre, vous ne serez sûrement pas seul. La fête du Lac des Nations, du 11 au 16 juillet à Sherbrooke, une présentation de Molson Drive. La Reine des Érables de Saint-Wenceslas présente tout l'été Chômage 2, une comédie tordante mettant en vedette Mario Piette, Michel Lafont et Marc Perron. Chômage 2, 17 personnages, 603 rires par représentation. Si oui, t'attaches. Ben oui, t'attaches par l'arrière. Non, mon âge, j'ai 41. Plus bas, 41. Pas toi, là! Chômage 2, tous les mercredis et vendredis jusqu'au 30 août à la Reine des Érables de Saint-Wenceslas. Réservé dès maintenant au 224-7720. Et voici les 5 principales mesures de sécurité pour l'utilisation des tracteurs. Numéro 5, installer à l'arrière un panneau propre et bien lisible identifiant un véhicule lent. Numéro 4, remplacer les gaines de prise de force et de protection de l'arbre de transmission endommagé ou manquant. Numéro 3, pas de passagers, un siège, une personne sur tous les tracteurs. Numéro 2, éviter les pentes abruptes et les fossés. Si vous êtes nerveux, vous ne devriez pas être là. Numéro 1, équipez tous les tracteurs d'une structure anti-basculement et bouclez votre ceinture de sécurité. Suivez ces conseils et vous vivrez vieux sur la ferme. Bien travailler, c'est bien se protéger. Maintenant légalement adopté. Je suis sa mère. Je suis sûr que cette femme blanche pense sincèrement que c'est elle. Mais d'où sort cette femme? Ça n'a pas été une décision facile. Les chemins de l'amour, à coup de cœur, jeudi 19h30. L'homme bionique, l'homme machine, c'est une vision d'ingénieur. Les biologistes sont en train de les prendre de vitesse. Pour réparer le corps humain vieillissant, les biologistes proposent de faire mieux à moindre coût. L'une des pistes les plus prometteuses pour remplacer les organes malades, les xénogreffes. Ici, on est loin de l'homme bionique. L'idée consiste à transplanter chez l'être humain les organes d'un autre animal. Et dans cette optique, le porc pourrait bien devenir le meilleur ami de l'homme. Pourquoi le porc? Les organes des porcs et des hommes ont pratiquement la même taille. De plus, c'est une espèce facile à élever. Avec un tel système, plus de pénurie d'organes à l'horizon. Chaque hôpital pourrait avoir sa ferme d'élevage à proximité pour se ravitailler en organes. Toutefois, sauter ainsi d'une espèce à l'autre pose de sérieux problèmes de rejet. Sans parler du risque que certains virus puissent franchir la barrière de l'animal à l'humain. Mais les chercheurs travaillent à trouver des solutions. On a mis au point des porcs transgéniques qui possèdent des gènes humains. Les essais cliniques vont bientôt avoir lieu. Le docteur François Auger siège sur un comité canadien sur les xénogreffes. Pour lui, les xénogreffes s'en viennent à grands pas. Est-ce que ce sera une phase de transition, c'est-à-dire que ça servira pendant les 10, 20 ou 30 ans que ça prend au génie tissulaire pour arriver à faire des organes complexes et que ce sera une phase de transition importante où plusieurs milliers de gens seront sauvés par ça? C'est peut-être là, qu'est le meilleur scénario, c'est-à-dire une technologie qui fait le pont entre la technologie classique des greffes d'un être humain à un autre être humain, jusqu'à la technologie de la reconstruction des tissus sur mesure pour l'être humain qui doit le recevoir. Car pendant que des chercheurs planchent sur les xénogreffes, d'autres travaillent sur un concept encore plus ambitieux. Remplacer les morceaux défectueux du corps humain par les pièces d'origine. C'est-à-dire remplacer un organe humain malade par son frère jumeau en santé, construit en laboratoire. C'est le défi que s'est donné le génie tissulaire. L'équipe du docteur François Auger est une pionnière dans la culture de la peau pour les grands brûlés. Une peau cultivée en laboratoire à partir de cellules des patients. On fabrique aussi des vaisseaux sanguins. Mais on vise de plus en plus compliqué. Et le génie tissulaire a les moyens de ses ambitions. Le génie tissulaire a été considéré aux États-Unis comme une priorité nationale. Ils ont dit, c'est une technique d'avenir, on investit dedans, on permet que les universités développent tout ça et on met véritablement de l'argent derrière ça. Alors, au niveau des universités, dans le secteur public, l'investissement se chiffre sûrement entre 150 à 200 millions de dollars.
Et la prolifération des compagnies aux États-Unis est remarquable et on a une capitalisation qui est autour de 2 milliards de dollars au moment où on se parle. C'est-à-dire qu'on est dans une explosion du développement du génie tissulaire. Et cette frénésie touche aussi le Canada. Nous sommes à Laval. Biosyntec travaille dans le génie tissulaire. Son but, remplacer le cartilage usé des athlètes et des personnes âgées. Sur cette maquette de genou, on voit bien où se situe le cartilage. Dans un vrai genou, on peut introduire une petite caméra. Ici, le cartilage est vieux et usé. C'est l'arthrose, une maladie incurable. 3 millions de Canadiens en souffrent. C'est la cause de la grande majorité des 38 000 opérations de remplacement de la hanche et du genou faites chaque année au Canada. Le génie tissulaire veut changer la donne. Oubliez les prothèses en titane. On veut soigner le vivant avec du vivant. Le responsable de la recherche, le biologiste moléculaire François Binette. Pour le cartilage, il n'y a pas de matériau en orthopédie qui est aussi glissant puis qui est aussi résistant à l'usure et puis au choc que le cartilage naturel. Et puis on s'est aperçu de ça. Alors, on s'est aperçu que en utilisant les cellules de l'être humain pour régénérer ou réparer ces tissus-là, on avait une durabilité et une fiabilité qui pouvait être beaucoup plus grande. Dans le genou, on va chercher un fragment de cartilage en bonne santé. Ce cartilage contient des cellules. En laboratoire, dans une culture spéciale, on les multiplie. On se retrouve avec des milliers de cellules, toutes en mesure de générer un nouveau cartilage. Mais, avant de les injecter dans le cartilage malade, il faut leur trouver un transporteur efficace. Biosyntec a mis au point un biogel, fait à partir de carapaces de crabe. Ce liquide a la propriété de se solidifier à la température du corps humain. Mélangées à ce gel, les cellules de cartilage seront injectées là où le cartilage est abîmé. Dans la blessure du cartilage, le gel devient solide et les cellules encapsulées commencent leur travail de réparation. Elles formeront tranquillement un nouveau cartilage protecteur. Les essais en cours chez les animaux sont prometteurs. Cette petite seringue ouvre la porte à une nouvelle médecine moins invasive et plus efficace. Les capacités de régénération d'organes sont immenses. Depuis la brebis Dolly, il est permis de rêver. Si à partir d'une cellule de la peau, on a pu produire un individu complet, pourquoi ne pourrait-on pas faire de même pour un cœur, un foie, un rein? Car, en bout de ligne, le génie tissulaire compte bien fabriquer ces organes complexes. Et les retombées du projet Génome humain pourraient pousser le rêve encore plus loin. Je pense qu'on va se diriger de plus en plus vers une médecine où qui va de plus en plus nous conduire vers la vraie régénération, c'est-à-dire qu'on va appliquer des protéines ou des gènes ou des médicaments quelconques qui vont induire la véritable régénération des tissus. C'est qu'on va ajouter une molécule qui va dire à notre corps humain, bon, ben, c'est le temps de fabriquer soit de l'os, un morceau de cartilage ou même un bout d'organe, réparer un bout de foie, par exemple. Et puis, l'organisme va savoir qu'à cause de ce signal-là, on va faire de la vraie régénération et non pas de la réparation comme on fait présentement. Le corps qui se régénère lui-même. De la science-fiction? Pas vraiment. Nous sommes à l'hôpital Notre-Dame de Montréal. Ce cœur qui bat est celui d'un porc. Une équipe de chercheurs est en train d'effectuer une thérapie génique révolutionnaire. Ici, il n'est pas question de remplacer le cœur, mais bien de le régénérer en partie. Derrière ce projet, la compagnie Angiogène, qui veut faire pousser dans le cœur malade de nouvelles artères pour l'alimenter en oxygène. C'est ce qu'on appelle l'angiogénèse. Le biologiste moléculaire Louis-Georges Guy travaille sur cette nouvelle approche qui fait intervenir la thérapie génique. Les pionniers qui travaillaient en angiogénèse injectaient directement des facteurs de croissance angiogéniques, c'était des protéines, directement dans le cœur. Mais nous, on privilégie plutôt une approche par thérapie génique où on va stimuler les cellules
du muscle cardiaque pour qu'elle-même libère des facteurs angiogéniques qui vont stimuler la prolifération des vaisseaux sanguins. La thérapie génique consiste à réparer dans nos cellules les gènes défectueux ou à stimuler l'expression de gènes endormis. Jusqu'à maintenant, cette approche n'a pas donné les résultats qu'on en attendait. Les efforts pour réparer le gène causant la fibrose kystique, par exemple, ont échoué. On a sans doute voulu aller trop vite. En 1995, les National Institutes of Health des États-Unis ont mis fin aux essais cliniques et ont renvoyé les chercheurs à leur laboratoire. Depuis, les scientifiques ont refait leur devoir et les nouveaux essais cliniques qui se préparent pourraient bien ouvrir une nouvelle ère pour la médecine. Créer de nouvelles artères dans un cœur malade en est un bel exemple. Pour le moment, cette approche est testée chez le porc. Ici, un cœur avant la thérapie génique. Une artère a été bloquée et toute une partie du cœur manque de vaisseaux sanguins pour l'alimenter. Ce cœur souffre par manque d'oxygène. Le même cœur, quelques semaines après la thérapie. De petites artères se sont formées et le cœur est de nouveau alimenté en sang. Le cardiologue Guy Leclerc participe à ce projet. La stratégie que nous proposons maintenant en est une qui est tout à fait nouvelle et qui révolutionne littéralement la façon dont on pensait. Il nous est maintenant permis de penser qu'on peut construire des autoroutes au niveau cardiaque au lieu d'emprunter les vieux chemins tout raboteux que le sang suivait auparavant dans les artères coronaires. Alors, essentiellement, cette stratégie-là vise à